Bien. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à toutes et à tous. Donc on va essayer, je m'appelle Samuel. Je m'appelle Bruno Cohen. Voilà, pour pas que vous me le confondiez, hein, c'est important. Et puis la question qu'on va traiter ensemble ce soir, c'est le lien qui va exister entre le pied et la mesure numérique. C'est un peu le titre de ce qu'on va vous raconter. Donc on va essayer de faire ça à deux voix, c'est-à-dire qu'on va se renvoyer un certain nombre de contenus, d'échanges, et puis surtout la troisième voie, ça sera vous, donc n'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, si on raconte n'importe quoi aussi, il ne faut pas hésiter. Et donc, parce que ça nous arrive aussi, hein, on n'est pas infaillible. Et la troisième chose, on est en train de se marrer pour évacuer un peu de stress, parce que c'est quand même un exercice pas simple de se retrouver encore une fois devant un public, à deux, on est plus habitué à parler seul, surtout dans mon métier d'enseignant. Donc on était en train de se marrer en pensant à Retour vers le futur, et on se disait le pied, mais le pied, ça doit être cet organe sensible des hommes du futur. Mais pourquoi donc? Parce que ça doit être dû à un accroissement de la gravité. Donc on va donc parler de pied, d'accroissement de la gravité, et ça tombe bien parce que notre histoire, elle commence il y a longtemps. Parce qu'avant d'arriver au pied et avant d'arriver au numérique, il y a une histoire qui a démarré il y a bien longtemps, et cette histoire, elle démarre il y a 13 milliards d'années à peu près. Il y a 13 milliards d'années, on a soit un Big Bang, soit un Big Bounce, donc un Big rebond, et ça donne un des top départs. Peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais c'est celui qui nous concerne. Et donc, il y a 13 milliards d'années, et quelques secondes plus tard, quelques milliardièmes de secondes un peu plus tard, je vais aller assez vite, hein, je ne vais pas parler pendant 13 milliards d'années, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de l'univers non plus, mais l'idée, vous allez comprendre pourquoi on a choisi de démarrer si loin, parce que ça a du sens. Et donc, peu de temps après, quelques poussières, déons, les choses se sont un petit peu accélérées, on est passé en phase d'inflation, puis le temps a passé, puis les choses se sont organisées, l'expansion s'est calmée, et l'univers a commencé à prendre la forme jusqu'à ce qu'en 9 milliards d'années plus tard, la matière sombre devienne la matière principale, l'énergie sombre devienne l'énergie principale de l'univers. Dans un coin de ce machin-là, qui commence à grandir, il y a un amas. Un super amas, le super amas de la Vierge, et dans le super amas de la Vierge, il y a une galaxie que l'on va nommer et qui est la Voie lactée. Cette Voie lactée qu'on a du mal à voir aujourd'hui quand on habite en ville. Il n'y a plus trop d'endroits au monde d'ailleurs où on peut voir le ciel complètement étoilé sans parasites lumineux ni de parasites de pollution. Et donc dans cet amas de la Vierge commence à se former cette galaxie qui est la Voie lactée. Et donc dans cette galaxie qui est la Voie lactée, tout à coup une explosion. Et cette explosion va donner naissance à une étoile. Et cette étoile, c'est évidemment celui qui aujourd'hui attire beaucoup de monde sur les terrasses, c'est le Soleil. Alors je vous ai mis une petite photo sympathique, alors, elle a été prise il n'y a pas longtemps, et vous verrez en haut à droite, il y a un petit point gris. Ce petit point gris en haut à droite, c'est la Terre. Donc cette photo qui est prise par la dernière sonde qui a été envoyée pour explorer le Soleil. Et donc en fait ce Soleil s'agrège, naît, il embarque avec lui un nuage de poussière, et dans ce nuage de poussière, par agrégation de la gravitation, se forment petit à petit des morceaux. Et un de ces morceaux, ça va être le morceau sur lequel nous avons posé nos pieds, justement, qui naît, qui commence à prendre forme il y a 4,5 milliards d'années. Et donc, on a déjà gagné un peu de temps. Et après ces 4,5 milliards d'années, les choses vont aller là extrêmement vite. C'est-à-dire que va commencer tout un cycle, comme on a... alors, je ne suis pas géologue, je ne suis pas astrophysicien ni quoi que ce soit, mais il y a tout un cycle de modification structurelle de ce petit bout de terre qui est né dans ce coin de l'univers, qui vont faire que l'eau va apparaître tant par le volcanisme que par les bombardements de matière venue de l'espace. Ce qui fait que 1 milliard d'années plus tard, soit 3,5 milliards d'années un peu plus tard, par rapport à aujourd'hui, la Terre est recouverte d'océans et les premières cellules vont peupler ces océans. Ce qui va faire qu'il va commencer à y avoir tout le cycle qui nous intéresse aujourd'hui, l'absorption du CO2, la production d'oxygène. Et donc, toutes ces zones littorales vont commencer à se peupler de vie. Et donc, cet oxygène va se répartir dans l'atmosphère. Et on va appeler ce temps-là la grande oxygénation. Et de cette grande oxygénation va naître une première glaciation qui va un peu remettre à zéro tous les compteurs de la vie. Et donc, tout ce qui est né à ce moment-là va disparaître en partie et ne va rester que les espèces qui ont su s'adapter à cette première grosse transition, grosse déflagration planétaire sur la question. Et donc, on va avoir des espèces qui, elles, vont
être parfaitement adaptés à l'oxygène et vont commencer à pouvoir utiliser l'oxygène comme moyen de fabriquer de l'énergie à haute dose pour pouvoir continuer à se répandre. Et donc les choses vont vite, les premiers animaux apparaissent, des mollusques, etc. Il y a 500 millions d'années, puis 100 millions d'années plus tard les coquillages, et on avance, 200 millions d'années plus tard les premières créatures terrestres, et puis nos amis les dinosaures qui vont faire un passage de 250 millions d'années jusqu'à disparaître il y a 60 millions d'années, et il y a 50 millions d'années, la place est libre pour les mammifères dont nous sommes issus, dont nous sommes partis. Et donc, il y a 50 millions d'années, les choses avancent, et là, ça commence à nous intéresser, parce qu'il y a 3,5 millions d'années, les premiers bipèdes laissent la trace de leurs pas dans le sable. Donc, on a le pied, ça y est, on a un bout de pied. Et donc, il y a 1 million d'années, en Australie, un peu partout, dans les grottes que l'on connaît bien, ils commencent à produire des œuvres d'art, à se structurer, à produire quelque chose qui relève une forme de créativité. Et il y a quand même 35 000 ans, l'humain, les préhumains, inventent la première machine à calculer. C'est-à-dire qu'à 35 000 ans, on a retrouvé des traces dans des os, dans des bouts de bois, où l'humain a fait des encoches pour simplement garder trace, certainement, on ne sait pas quoi, mais la première machine à calculer date de 35 000 ans. Ou du moins à se souvenir, ou du moins à évaluer ce qu'on a, peut-être comme animaux, comme une réserve de nourriture, on n'en sait rien. Et donc le temps de l'Homo sapiens est venu. Et les hommes vont vivre en petits groupes, ils vont se nourrir, ils vont commencer à construire, avoir une conscience, construire un langage, commencer à mettre en place tout un tas de représentations artistiques qu'on a peut-être tous vues au moins sur le web. Et donc là... Et bien là, les hommes arrivent donc. Et là, on va se rendre compte d'une première chose tout à fait importante, c'est qu'en réalité, la technologie, l'outil, on va dire ça comme ça, et l'être humain sont des choses qui ne peuvent pas être séparées. L'être humain ne peut pas construire, ne peut pas se développer, ne peut pas vivre sans avoir automatiquement un appareillage technologique, des objets qu'il va fabriquer, produire, qui d'une certaine façon vont prolonger ce qu'il est. Mais ce qu'il est lié à la technologie qu'il produit, et la technologie en retour le transforme. On a pris juste en arrière-fond, et c'est juste un petit insert, espèce pas tout à fait un biface, mais on pourrait imaginer que ce soit un biface, alors c'est pas représenté de cette façon-là, mais admettons le biface. Vous voyez bien, le biface c'est un objet assez connu, au fond, un outil assez connu, qui servait à beaucoup de choses, je ne vais pas rentrer en détail. Ce qui est intéressant dans l'idée du biface, c'est qu'on assiste avec la mise en place ou la réalisation du biface à une manifestation d'une première façon de penser le monde d'une manière abstraite. Et là, il y a quelque chose de l'ordre du saut qualitatif dans la pensée, dans la manière d'être et de faire, de vivre le monde. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le biface, c'est évidemment au départ un morceau de silex, un morceau de grès ou autre chose, enfin, quel que soit le matériau. Mais la façon de le travailler suppose, lorsqu'on essaie d'enlever progressivement sur les bords le contour de cet objet pour le rendre évidemment beaucoup plus peut-être pointu et plus capable de couper, de déchirer, etc., etc. Eh bien, lorsque l'homme travaille cet objet, cette pierre, eh bien, il le fait d'une certaine façon. Il ne le fait pas n'importe comment. Et on s'est rendu compte qu'il ne le faisait pas n'importe comment, parce que lorsqu'on s'est amusé entre guillemets, à essayer de reproduire cette chose-là, c'est-à-dire de fabriquer nous-mêmes des bifaces, on s'est rendu compte que c'était compliqué. C'est pas simplement de taper avec une pierre sur une autre pierre pour essayer d'en faire une pierre pointue ou un truc comme ça. Pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir procéder par enlèvement successif de matière de cette pierre, si vous voulez, je l'appelle pierre entre guillemets, eh bien de cette pierre, il faut procéder en pensant au coup d'après. C'est-à-dire, vous tapez une première fois, et au lieu de taper une deuxième fois, vous pensez au troisième coup avant de faire et de réaliser le deuxième coup. Donc cette capacité à se projeter et à imaginer quelque chose qui est de l'ordre de « je pense un coup d'après avant de réaliser le coup d'avant », là il y a quelque chose de l'ordre du saut, on va dire un saut de pensée littéralement, mais qui permet de comprendre que les hommes à ce moment-là ne sont pas en face
d'un morceau de pierre qu'ils ont utilisé et travaillé par hasard, mais bien au contraire avec une intention. C'est pour ça qu'on parle d'homo faber, parce qu'il fabrique littéralement des choses, il passe d'un endroit, il part d'un objet à un autre et il va un peu plus loin. C'est la technique, en réalité, qu'il fait rentrer dans l'histoire, qui lui permet lui-même de façonner, ce qu'on disait, la nature comme il est lui-même façonné en retour par la nature. Alors évidemment, les choses vont s'accélérer, tu l'as dit Samuel, les 10 000 premières années voient alors l'évolution majeure dans différents endroits de la planète, en particulier au Proche-Orient, en Inde ou en Chine. On assiste à la sédentarisation, et à la création d'activités communes et partagées, ou pas forcément partagées d'ailleurs, mais, et on le voit, c'est plus l'évolution biologique qui est là déterminante, mais c'est en effet la technologie et les idées, et donc la culture qui est mise en avant. C'est cette façon-là que les hommes vont trouver pour, les humains vont trouver pour, évidemment, se développer. On arrive à la période d'il y a 3500 ans avant notre ère, on va dire ça comme ça, donc à peu près il y a 5000 ans à peu près, effectivement, dans la vallée de Sumer, le sud de l'actuel Irak, on voit qu'il nous reste des traces d'écriture et aussi de chiffres, littéralement, de nombres. Et ce sont ces premiers nombres, ou ces premiers chiffres en tout cas, qui commencent à être intrigants. Pourquoi ? Parce que dès le départ, on a besoin de faire des calculs, finalement, de faire une mesure du monde dans lequel on est et qui nous environne. Compter, c'est d'abord compter sur soi. C'est une manière un peu rapide de le dire, mais c'est quand même important. Pourquoi ? Parce que non seulement au sens figuré, on peut l'entendre, je compte sur moi ou je compte sur toi, mais je compte sur moi aussi au sens propre, c'est-à-dire je compte sur mes mains, sur mes doigts, sur mes 10 doigts, sur les 10 doigts de pied, sur mes membres, enfin sur un ensemble de choses, et qui, à partir de là, fait apparaître tout un ensemble de valeurs qui nous permettent de nous repérer dans le monde dans lequel on est. Et cette représentation du nombre qui passe à travers le chiffrage, en quelque sorte, ou les nombres, eh bien, sont partie prenante de notre manière de penser. D'abord, la question à laquelle on est confronté, c'est finalement, un nombre, c'est quoi ? Parce que on peut se dire, pourquoi est-ce qu'on a trouvé un nombre ? Pourquoi est-ce qu'on est allé jusque-là ? Et un nombre, on le dit, c'est un concept, tout simplement, qui permet d'évaluer, de comparer des quantités ou des rapports de grandeur, mais c'est aussi quelque chose qui nous permet d'organiser, d'ordonner en quelque sorte des éléments à partir d'un chiffrage ou d'une numération. Et la mesure de la grandeur d'un objet, c'est finalement le nombre d'unités nécessaires qui permet de réaliser une grandeur, et qui est égale à celle de l'objet que l'on cherche précisément à mesurer ou à connaître. Alors, on avance encore un tout petit peu. Et là, il y a évidemment pas mal de choses qui se produisent. Ouais. Et donc on va faire un petit tour un peu plus dans le futur, parce que là où on en est là, Alexandre Grothendieck n'est pas né. Cela dit, ce qui est intéressant à remarquer dans tout ça, c'est que les nombres, et ce qui expliquait la figure de tout à l'heure, c'est qu'en fait, ils vont trouver leur nom dans des parties du corps. C'est-à-dire qu'il y a un lien indéfectible et indissociable entre ce que nous sommes et ce que nous produisons comme représentation des nombres. Et ça, c'est important de garder ça, parce que ça détermine que la façon dont on va appréhender le monde repose sur ce que nous sommes en tant que corps et en tant qu'être humain situé dans le monde-ci. Et donc on a fait un petit escapade du côté d'Alexandre Grothendieck. Donc peut-être si vous ne connaissez pas, c'est peut-être pour certains le plus grand mathématicien du XXe siècle, et voire de toute l'histoire des mathématiques, qui a révolutionné à la fois l'algèbre, la géométrie, il a embrassé un certain nombre de toutes ces disciplines-là au sein même des mathématiques. Il a arrêté de travailler pour les mathématiques quand il s'est rendu compte que ses travaux étaient utilisés à autre chose que ce pourquoi il se battait. Donc, ce qui fait qu'il a fini sa vie en ermite dans les Pyrénées. Et donc, dans son livre, que je vous invite à feuilleter, parce que c'est un des livres qu'il a écrit, ça s'appelle « Récolte et semaille », il raconte sa vie de mathématicien. Et en fait, quand il pose la question, parce que là, quelque part, on arrive à la notion du nombre, reliée au corps humain, ce qui va nous amener très vite au pied tout à l'heure, et bien ce nombre et la mesure, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas parce qu'on a un nombre qu'on sait mesurer.
Donc Grothendieck dit il y a forcément 3 grands éléments qui sont importants pour pouvoir appréhender dans sa globalité ce à quoi on a affaire, pas simplement compter. Par exemple, il y a des peuplades, dans certaines peuplades primitives, ils ne savent compter que jusqu'à 2 ou 5. Au-delà, c'est beaucoup. Donc le nombre, vous voyez, c'est quelque chose d'assez compliqué dans l'histoire. Et donc pour lui, le nombre, c'est évidemment l'arithmétique, c'est le nombre, l'objet qui sert à énumérer. Puis après, du nombre, on va faire émerger la métrique, la grandeur, qui, elle, va nous permettre le mesurage, sur lequel on va petit à petit dériver tout à l'heure. Et enfin, de la mesure, il y a la 3e aspect qui est important d'analyser, c'est l'aspect ou encore la géométrie, ce qui va nous amener à décrire, cartographier, arpenter et constituer finalement par les nombres le cycle qui nous amène à partir de cette énumération à envisager de comprendre et du moins de modéliser le monde par les mathématiques et par ce qui en découle, le monde qui est le nôtre. Et donc cette mise en géométrie du monde va prendre forme, et cette mise en carte, on reprend un petit peu notre première histoire, notre petite histoire, on a laissé passer pas mal de temps maintenant, et donc les premières cartes, on porte le nom de Ptolémée, la carte de Ptolémée, puis les premiers relevés se font plutôt au XVIe siècle, au moment des grandes découvertes. Au départ, les relevés cartographiques étaient des assemblages de tests, de reprises, etc. Et le véritable développement de la cartographie se font avec l'amélioration des outils de mesure. C'est les outils de mesure qui nous amènent à être en capacité de construire des cartes qui ne sont plus simplement des assemblages d'observations, des assemblages de croquis et ainsi de suite. Et donc pour revenir à ça, c'est là qu'on va reboucler sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire que je reprends la petite citation qui était tout à l'heure avec le corps. C'est une citation qui est extraite d'un livre justement d'un mathématicien nancéen qui est Gerald Tenenbaum et qui nous rappelle que dans tout ça, ce qui nous amène à ça, c'est que l'étymologie, ce qui nous amène à un moment donné de disposer de la mesure du monde, ce qui nous appelle à être en capacité d'évaluer par le nombre ce qui nous réunit, dans l'espace dans lequel nous vivons, ce sont les nombres, et que ces nombres portent en eux une origine, une étymologie qui vient de notre corps. Et de cette étymologie de notre corps, on va retrouver quoi? Le doigt, le coude et le pied et d'autres choses. Alors, le doigt, c'est probablement une des plus anciennes unités de longueur qui a été utilisée à la fois par un ensemble de sociétés humaines du passé, que ce soit chez les Égyptiens, les Grecs ou les Romains. Le doigt n'a pas forcément toujours la même valeur, mais en revanche, on peut dire que globalement, le doigt est toujours à peu près un 16e de pied. Le doigt est une chose. La mesure du doigt, d'ailleurs, c'est assez surprenant. Juste une petite anecdote sur ça. Le doigt, on se demande ce qu'on mesure, parce qu'on fait la mesure du doigt. Et en réalité... On sert un doigt de whisky, c'est soit comme ça, soit comme ça. On peut faire ça dans ce sens-là. Non, en réalité, le doigt peut être divisé en plusieurs parties. Mais en réalité, des phalanges du doigt. Donc, lorsque c'est on vous dit c'est une base de 12, eh bien, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 phalanges qui permettent de mesurer. Donc la mesure se faisait, quand on dit avec le doigt, c'est aussi avec les phalanges. Donc vous voyez bien que toutes les parties du corps sont convoquées, toutes les parties de la main en particulier. Je prends juste cet exemple-là, il est tout à fait anecdotique, mais enfin c'est pour expliquer quel est le cheminement dans lequel se trouvent les personnes qui l'utilisent à ce moment-là. La coudée de Nippur, qui est une des plus anciennes unités de mesure, elle part au fond de ce qu'on appelle le coude, bien évidemment, et va jusqu'au bout du majeur. Cette distance-là, évidemment, est tout à fait importante, et c'est celle-là qui va servir à pouvoir faire une première mesure d'un ensemble de choses, que ce soit du tissu, que ce soit la mesure de ce qu'on peut imaginer, du bois, enfin, ce qu'on veut, etc. Voilà. La longueur du coude, la coudée naturelle vaut en réalité 24 doigts, donc 6 paumes et 1 demi-pied, et 1 pied et demi, pardon, et correspond à environ 45 cm. Les Égyptiens vont diviser cette même coudée en 28 doigts. On va se dire, bon, ben alors ils ont pris quel type de calcul, etc. Mais ils ont rajouté le pouce, tout simplement. Ils l'ont compté comme, je vous avais parlé de 12 et 12, 24, et puis ils ont rajouté 4 éléments qu'ils prennent à partir du pouce pour arriver au 28.
Mais là-dessus, il y a des contestations. Et en fonction de l'évolution des sociétés, chaque société décide à un moment donné, chaque groupe social décide à un moment donné de construire sa propre référence. Et cette référence peut être appuyée sur différentes choses, que ce soit le pied du prince, le pied du roi, ou alors d'autres types de mesures. Bon, classiquement, au Moyen-Âge, on fait un saut assez rapide, on approche bientôt de notre temps à nous. La coudée, en fait, pouvait localement s'initier la mesure de 2 pieds. Mais vous voyez bien que dans le monde britannique et dans le monde anglais en particulier, lorsqu'on parle du yard, c'est pas seulement 2 pieds, c'est 3 pieds la plupart du temps. Donc chacun adapte en réalité en fonction de sa manière d'organiser le monde, de le mesurer et de construire un rapport à celui-ci à partir d'une unité de mesure qui lui convient. Juste un truc, c'est que lorsqu'on parle de la mesure des étoffes, on pouvait dire qu'à un moment donné, on mesurait, la coudée, on la mesurait à partir du centre du corps humain à l'extrémité de la main, le bras étendu, soit à peu près 90 cm. Ce qui donne la définition royale et légendaire d'Henri Ier à l'époque, c'est du bout du nez du roi jusqu'à l'extrémité de son petit doigt. Voilà. C'est comme ça que c'était mesuré, finalement, un premier étalon de l'aune de François Ier trouvera d'autres manières, je ne vais pas m'étendre, vous le lisez comme moi. On peut utiliser que ce soit effectivement au niveau du coude, ou que ce soit au niveau du nez, ou que ce soit au niveau de la hanche. Tout est possible pour essayer de trouver la bonne mesure. Le pied, petit détail, le pied là est un pied que vous connaissez tous, donc on a souhaité simplement se rendre compte que c'est quand même un pied qui nous a quand même marqué d'une manière assez forte. Mesurer le pied, c'est ce que je vous disais, il y a toutes sortes de mesures et toutes sortes de valeurs. En réalité, il y en a énormément, près d'une centaine de manières de mesurer un pied. On n'en a cité que quelques-unes ici, du pied sumérien, dont on parlait au début, au pied égyptien, au pied romain, au pied attique assolonique, suédois, polonais, il y a le pied tchécoslovaque, il y a le pied français, il y a le pied anglais, il y a le pied, celui du Moyen-Âge, il y a celui d'aujourd'hui, enfin bref, il y a toutes sortes de pieds. Le digitus, donc le doigt, d'une certaine façon, et l'uncia, sont des mesures, en fait des divisions, plus exactement, du pied romain, par 16 ou par 12, comme j'ai pu vous l'indiquer tout à l'heure, en fonction des travaux qui nécessitaient tel ou tel emploi. Passe, peut-être un mot sur le fait de lancer dans l'Antiquité. Oui, revenir un petit peu dans l'Antiquité. Alors, vous voyez, on fait un petit peu des sauts en avant, des petits sauts en arrière, parce qu'en réalité, ce qu'on cherche à vous expliquer à cet endroit-là, c'est que ces mesures vont varier dans le temps. Mais elles vont varier, revenir en arrière, et vous verrez bien, à la suite de notre exposé, lorsqu'on va avancer, que jusqu'à aujourd'hui, il y a des moments où on réutilise des valeurs ou des manières de mesurer, ou une codification particulière qui emprunte à l'histoire passée, largement inscrite dans l'histoire passée, pour venir raconter des choses aujourd'hui. Je ne vais pas en parler tout de suite, on en parlera un tout petit peu plus loin. Donc, vous voyez bien qu'on va utiliser à la fois le pied, le coude, le doigt, pour essayer de comprendre un petit peu dans quoi on se situe. Et ces différences de mesure provoquent toutes sortes de complications. Parce que dans les échanges entre les sociétés, évidemment, sur quelle base on va se fonder pour essayer de trouver un accord. Si vous me dites que cette table, c'est 8 pieds, ou je dis n'importe quoi, ou 12 pieds, et puis 2 doigts, et que, monsieur, vous diriez que non, pas du tout, c'est 14 pieds et 8 doigts, on va avoir du mal à s'entendre sur la longueur de la table, par exemple. Donc, à un moment donné, cette différence dans l'appréciation des mesures, à partir de notre propre corps, produit des effets qui sont des effets qui vont très très loin, c'est-à-dire des conflits, des guerres, parce que nous n'apprécions pas les choses à la même valeur. Nous pensons que ceci est grand comme cela, pèse comme cela, haut comme cela, alors qu'en réalité, peut-être que c'est autre chose. Donc la question de l'étalon, qui à un moment donné va pouvoir, d'une certaine façon, normer le tout, va apparaître. C'est parti. Je suis parti là-dessus, je termine là-dessus. Elle arrive d'ailleurs, cette normalisation, enfin, elle n'est que partielle, elle arrive à travers l'idée de fixer, à partir de la fin du XVIIIe, donc on est en plein dans les Lumières, grâce à Borda, Lagrange, Condorcet, Laplace, l'unité de mesure à 1/10 millionième du quart du méridien, et ils vont le nommer le mètre.
Voilà. À partir du moment où on a un étalon, où on dit voilà, le mètre ça fait telle mesure, eh bien elle s'impose au fond d'une certaine façon aux sociétés qui jusqu'à présent utilisaient d'autres unités de mesure. Sauf que tout le monde n'est pas d'accord, et que d'autres continuent à réfléchir autrement. Le monde anglo-saxon, par exemple, continue à se dire bon, le mètre peut-être, la révolution décimale, oui, mais nous on a notre propre système de représentation, de mesure du monde, et on ne voit pas pourquoi on changerait. Alors les choses vont évidemment aller de mieux en mieux, ou de négociation en négociation, peu importe le terme qu'on emploie, mais le mètre, finalement, qui est l'unité de longueur du système international, ce mètre-là, d'abord donc était défini comme la 10 millionième partie d'une moitié de méridien, puis comme la longueur d'un mètre étalon, puis comme une longueur d'onde, et enfin jusqu'à la longueur du trajet parcouru par la lumière sur une seconde. C'est-à-dire 300 millionième de seconde. Et là, on aura effectivement la longueur du mètre qui pourrait être reconnue un petit peu par tout le monde comme une chose en dehors du corps, qui apparaîtrait comme quelque chose qui s'imposerait aux uns et aux autres. L'instauration du système métrique devient une référence universelle qui vise en fait à influencer notre rapport à la mesure des choses, tout en interrogeant notre façon d'être. Habiter, je continue encore là-dessus, cette réflexion sur comment habiter le monde et d'une certaine façon le temps, c'est-à-dire l'espace et le temps, c'est une question centrale. Comment je me déplace, combien de temps je vais mettre pour aller de tel endroit à tel endroit, comment je peux faire la mesure de l'environnement, comment je peux faire la mesure de mon propre corps à l'environnement, comment je peux me mesurer aux autres, comment je peux échanger, comment je peux comparer, etc., etc., sont des questions centrales. Merleau-Ponty dit que, à partir des réflexions qui ont été les siennes, qui sont évidemment extrêmement importantes autour de la phénoménologie, en particulier celle du CERN et d'autres, Merleau-Ponty vient préciser qu'en réalité, on n'est ni dans l'espace et pas plus qu'on est dans le temps, mais qu'en réalité, on habite l'espace et le temps, ce qui veut dire qu'en réalité, on a des relations qui sont tout à fait importantes entre nos corps, les espaces dans lesquels nous nous retrouvons, le monde dans lequel nous sommes, et qui nous offrent en fait en réalité des capacités ou des possibilités de penser, des manières d'être finalement pluriels au monde, différents au monde. Et pourquoi ? Parce que ces inscriptions qui sont consécutives aux liens que nous construisons avec ce qui nous entoure, eh bien ces inscriptions dans le monde, eh bien, elles sont le résultat de notre position de sujet au monde. Le monde n'est pas en dehors de nous, nous sommes au monde en tant que sujet, mais nous sommes aussi agissant sur le monde. C'est-à-dire que le monde est transformé par notre présence. Donc nous ne sommes pas simplement des visiteurs du monde ou des passagers du monde, nous l'habitons au sens où nous le transformons et qu'en retour le monde nous transforme. Et donc, ce qui va être intéressant, ça va être de s'interroger sur le fait que nous sommes corps, que nous habitons le monde, et donc on va petit à petit arriver dans des temps où on va faire se rejoindre le pied sur toute son histoire, toute l'histoire de l'humanité en tant que corps, toute l'histoire de l'humanité née d'un monde qui est né lui-même d'une grande déflagration. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est de s'interroger de l'effet des technologies sur notre capacité d'habiter le monde. Et je vous ai mis derrière en fond d'écran, on vous a mis en fond d'écran la capacité qu'ont nos télescopes, par exemple, à observer l'univers. Et on voit qu'on a ce qu'on appelle un changement d'ontophanie, c'est-à-dire un changement d'apparaître à l'être. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne voyait pas avant. Alors souvenez-vous des premières images de Hubble. C'est-à-dire qu'avant, on regardait avec des télescopes optiques basés sur Terre, et tout à coup, quand Hubble est arrivé, il nous a donné tout de suite une autre représentation de l'univers, d'autres images des étoiles, et ainsi de suite. Et là, avec les nouveaux télescopes qui arrivent, et en particulier le James Webb qui est actuellement mis en place, ben en fait, c'est toujours cette place dans le monde qui se change, et donc dans cet apparaître à l'être qui nous est donné par nos propres outils. Et dans les outils, il y a les outils optiques comme ceux-ci, mais il y a également tous les outils qui vont décliner et découler de l'apparition de quelque chose qui va être assez important, c'est la révolution numérique. La révolution numérique qui, elle, est le point de convergence, un petit peu le point clé qui va nous amener après à aller un peu plus loin sur ces questions-là, mais cette révolution numérique est évidemment extrêmement récente. Alors on a pris
On a eu le culot de faire démarrer l'histoire il y a 13 milliards d'années, puis s'intéresser, de considérer des événements qui maintenant ont à peu près 50 ans. Mais en fait, cette révolution numérique va aussi se placer dans ce cadre-là. La révolution numérique nous amène à habiter le monde différemment. Vous l'expérimentez tous. On l'a tous expérimenté dans ces temps où le numérique nous a permis de rester en contact avec l'un, d'accéder à telle ressource, à tel spectacle, etc. Et donc, en fait, la révolution numérique, elle démarre pas il y a 50 ans parce que la révolution numérique s'appuie sur une science qui est l'informatique qui a démarré bien avant. Mais en fait, pour nos usages, pour ce que le choix et l'histoire qu'on a choisi de raconter, c'est-à-dire que la révolution numérique démarre il y a 50 ans. Il y a 50 ans, on envoie le premier mail. Puis, il y a 30 ans, le web, tout ce qui relève de l'accès à cet accès multimédia, à l'information au travers de vos navigateurs. Et en fait, toutes ces connexions vont nous amener à construire non seulement un autre rapport au monde, un autre rapport aux autres, une autre façon d'habiter ce monde au regard des possibilités de connexion et d'interconnexion qu'il offre à la fois au savoir, aux autres humains et globalement au monde de toute façon. Et donc, ce qui va être intéressant là, à ce moment-là de faire, c'est un petit pied de nez. C'est-à-dire qu'on a quand même balayé un sacré tas de temps pour en arriver là. On a quand même mis à jour des unités de mesure du monde qui datent de quelques milliers d'années. Et en fait, on se rend compte dans la plus grande modernité se retrouvent des unités qui viennent de ces temps-là. C'est-à-dire que vous avez sur vos écrans des écrans qui peuvent avoir 13, 15, 20 pouces, 42 pouces, etc. Donc on mesure la taille des écrans avec le pouce. Les connecteurs informatiques sont mesurés également en pouces. Les militaires, les calibres sont aussi des calibres mesurés en pouces. Le baril de pétrole, c'est un truc qui date il y a, quand il a fallu stocker le pétrole, on a pris des barils de pétrole, des barils de vin, c'est du gallon de vin, et on parle en pouces cubes. Si vous voulez acheter un bateau, vous allez avoir un bateau mesuré en pieds. Donc si vous êtes déjà, alors vous n'êtes pas tous des oligarques, mais peut-être que vous avez des bateaux conséquents stationnés quelque part. Et enfin, vous avez des jantes à vos voitures, vous les mesurez en pouces. Donc vous voyez que dans la plus grande modernité qui est la nôtre, on a un lien qui est connecté à cette histoire. C'est-à-dire qu'on a beau parler numérique, et si pour ceux les plus anciens d'entre nous qui ont eu des disquettes entre les mains, on avait les disquettes 3 pouces et demi, 5 pouces à quart, et pour les plus anciens, des disquettes 8 pouces. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui est assez passionnant dans cette histoire-là, parce que d'un bout de corps de ces humains qui sont nés de tout ça, dans la plus grande modernité, dans cette modernité qui représente le numérique à l'heure actuelle, on a encore subsisté, et subsistent encore ces unités de grandeur qui viennent de notre corps. Avec un mot peut-être, encore dans l'aéronautique, on n'en a pas parlé, mais on peut en parler, vous dites que vous volez à 3000 pieds, 5000 pieds, 10 000 pieds, que votre vitesse c'est en nœuds. Enfin, vous avez toute une terminologie qui est directement puisée justement sur ce rapport que nous avions entretenu ou que nous entretenions avec le monde à partir de notre corps. Et donc, dans cette transition, c'est-à-dire qu'on est rentré dans un monde qu'on classe, qu'on met dans l'idée de la révolution numérique et ainsi de suite, et cette réalité numérique qui est la nôtre, et c'est là une des caractéristiques qu'il est intéressant d'observer, c'est qu'elle est nombre. C'est que tout ce que nous faisons en numérique est nombre. Donc, et mesure. Et le résultat de transformations qui sont invisibles à aucun moment, quand vous prenez votre téléphone, quand vous envoyez un email, quand vous accédez au web, vous vous posez la question de qu'est-ce qui joue, qu'est-ce qui se passe entre le moment où je rentre ma demande sur mon clavier, la requête qui part et l'information qui remonte. C'est des nombres. Donc tout est nombre et le résultat de transformations invisibles. Et donc, dans ce monde de nombres, le numérique, en fait, nous met en capacité de déployer, finalement, et le calcul nous amène à déployer une sorte de puissance, une puissance sociale, de connectivité et d'interconnexion entre les individus. Et dans le petit encart qui est en dessous, on vous a mis un petit extrait d'un livre que je vous invite à lire, qui s'appelle « Nous autres », d'un auteur qui s'appelle Eugène Zamyatin, qui a été précurseur, un auteur qui a précédé Orwell, Aldous Huxley, tous ces gens-là, et il décrit un monde régi à la perfection par les mathématiques. C'est-à-dire que tous les humains de ce monde-là se lèvent à la même heure, prennent leur petit déjeuner à la même heure, et le livre conservé comme étant la Bible de ce monde-là, c'est le livre des horaires de la SNCF.
C'est-à-dire le train qui part à 2h52, qui arrive à 13h54, cette précision dans la description du monde, dans les nombres jusqu'à la plus petite unité, est l'objet le plus précieux de ce monde de mathématiques. Cela dit, dans le monde numérique, nous sommes dans un monde de mathématiques. Et c'est vrai que cette révolution numérique, c'est d'abord, tu l'as dit, c'est la quantification qui est évidemment à la base de tout. On peut non seulement quantifier tout ce qui touche à notre corps, mais tout ce qui touche à notre environnement, tout ce qui touche au monde dans lequel on est. Et ce passage-là, d'un rapport très particulier au calcul, au fond à la réduction du monde en objet mesurable, on pourrait dire, mais c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, le pied, le pouce, le doigt, la coudée ne fait pas autre chose que mesurer le monde, sauf que là, on est dans une forme de systématisation qui est devenue telle que, au fond, plus rien n'échappe à une logique de calculabilité généralisée. Donc ça, c'est une question qui est tout à fait considérable, parce qu'elle va transformer notre regard, notre manière d'être, nos savoir-faire aussi, à partir de cette révolution. Alors, il faut rentrer dans le détail, évidemment. Quand cette révolution a-t-elle eu lieu? Et ou plus exactement, à quel moment se développe-t-elle, quoi? Et donc, quand, comment et pourquoi? Alors, quand, c'est tout le temps. Dans un monde numérique, la mise en nombre du monde, c'est tout le temps. J'ai pris ce petit schéma, c'est un petit exemple d'une action toute bête que nous faisons tous tous les jours, peut-être quand vous allez sortir, peut-être déjà même maintenant, pour certains, peut-être sont connectés à divers services en ligne. Et donc en fait, la phase transformer l'expérience que nous faisons du monde aujourd'hui, elle est nombre. Elle se fait comment? C'est-à-dire que quand je vais prendre mon téléphone, je vais avoir un temps de traitement du signal, c'est-à-dire qu'on va faire un traitement numérique du signal qui, lui, va passer par des étapes, je vous ai détaillé un peu plus ça tout à l'heure, d'échantillonnage, de codage, et qui va donner quoi? Une suite de 0 et de 1. Donc c'est bien de l'information qui va être transformée finalement en une voix, une image, un son, ou je ne sais quoi, un texte, en un ensemble de 0 et de 1 qui, eux, vont être acheminés pour qu'au bout du compte, de l'autre côté, ça va être décodé, reconstruit, et vous allez pouvoir récupérer votre information et pouvoir entendre votre correspondant ou récupérer l'information qui est le résultat de votre requête sur votre ordinateur, votre téléphone, etc. Ça, c'est le monde qui est aujourd'hui, c'est-à-dire que nous évoluons dans un monde de nombres, parce que le numérique et les outils numériques traitent des nombres. Comment ça marche? Alors, je ne vais pas vous faire peur, alors on vous a mis quelques graphiques, mais en fait, ce qui est important de voir, c'est que le monde qui est le nôtre, c'est un monde analogique. C'est-à-dire que ce qui nous habite, le monde dans lequel nous habitons, c'est un monde continu, analogique, etc. Donc il faut pouvoir transformer l'expérience du monde qui est la nôtre en nombre. Et donc on passe par des transformations invisibles, c'est-à-dire des transformations auxquelles on n'a pas accès, qui sont pour nous complètement transparentes. Et ces transformations, elles sont représentées dans les 3 graphiques qui sont au milieu de la diapo. Donc vous avez bien un signal continu, la ligne verte, et on fait passer quoi dessus? On fait passer ce qu'on appelle un peigne de Dirac. C'est-à-dire un peigne, c'est-à-dire qu'on va composer les deux éléments pour pouvoir extraire de la courbe du dessus que des éléments numériques, des échantillons de cet élément-là. C'est-à-dire que l'échantillonnage, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quelque chose qui est continu, on va en extraire que quelques éléments, et ces quelques éléments vont être transformés en nombres, codés, et transmis, traités par des programmes informatiques, etc., et puis redistribués sous une forme ou sous une autre. Et donc, pourquoi donc convertir? Parce que nos machines ne savent pas faire autre chose que traiter des nombres. Donc si je veux pouvoir effectuer un traitement, il faut que je puisse transformer cette réalité qui est la nôtre, cette perception qui est la nôtre, la transformer en nombre pour qu'elle puisse être traitable, calculable par les machines informatiques. Et donc ça se fait en 2 étapes. Une première étape dont je vous ai déjà parlé, c'est l'échantillonnage. L'échantillonnage, je veux bien dire ce que ça veut dire. On prend des échantillons. Alors vous verrez tout à l'heure, il y a un homme important qui a compté là-dedans. Et après, on a ce qu'on appelle la quantification, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir, à partir du moment où on a échantillonné un certain nombre d'éléments, pouvoir le remettre dans des plages de valeurs qui correspondent à la capacité de traitement de la machine, du système informatique qui est le nôtre. Et donc ça, c'est le pourquoi. Et enfin, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à envisager le monde et à vivre un monde qui est lui-même un monde de représentation, un monde comme une représentation à nombre.
Et donc la vraie question qui va se poser maintenant, c'est comment représenter au mieux le monde avec des nombres, dans le cadre de ce processus d'échantillonnage. Vous avez compris qu'entre la courbe verte et les impulsions rouges, il y a des pertes. On perd des éléments. Il se passe quelque chose qui fait qu'on perd de l'information. Alors, qu'est-ce que je peux me permettre de perdre pour pouvoir continuer à faire circuler l'information dans sa richesse la plus grande? Et donc, c'est typiquement les questions qu'il va falloir se poser. Et cette représentation du monde va être liée à la puissance des ordinateurs, à la puissance de la capacité de traitement des machines, et surtout, on va fixer un paramètre, c'est cette fréquence d'échantillonnage, c'est le nombre de points qu'on va prendre par seconde sur le signal qui est le signal original. Et donc, on va avoir des différents types de qualités qu'on va pouvoir, qui vont correspondre à différents types d'usages. Par exemple, pour le téléphone, on va avoir besoin de 8 bits. C'est-à-dire, avec 8 bits, on peut causer 256 informations. Pour avoir un CD audio de qualité correcte, on a besoin de 16 bits. C'est-à-dire coder jusqu'à 65 000 informations différentes. Et ainsi de suite. Donc, on va avoir besoin de se doter de machines informatiques qui vont pouvoir disposer d'une puissance de traitement qui va être compatible avec le service que l'on veut rendre. Alors, pour les plus anciens, vous vous souvenez, les premiers temps, je vais prendre un exemple, je vais prendre les élections présidentielles et le résultat. Souvenez-vous de 81. Quand on voit la tête de Mitterrand, c'est un truc très Minitel, pixelisé, avec des petits carrés. Donc c'est pas très, vous voyez que l'information, elle est comprise, on reconnaît Mitterrand, mais vous voyez qu'elle a quelque chose d'incomplet. Et puis, les années passent, la durée de 7 ans ou de 5 ans est intéressante parce qu'elle est suffisamment longue pour voir quand même des changements radicaux en matière de technologie. Et on voit qu'au fur et à mesure, et jusqu'à cette dernière élection, vous voyez qu'on fait remonter une information qui est numérique, mais qui est proche et qui est une image photo, traitée, organisée, mais qui est extrêmement réelle. Donc on est sur les mêmes techniques, sauf qu'on dispose de machines aujourd'hui qui sont capables de faire des traitements et dispose d'une puissance qui permet de traiter beaucoup d'informations et donc d'envisager beaucoup de points échantillonnés sur le monde. Et donc, dans ce traitement-là, et là, on va retrouver un autre système de numération, d'ordre de grandeur. Alors, en informatique, l'unité, c'est l'octet. C'est cet élément de 8 cases qui peut prendre, et chaque case peut en prendre la valeur de 0 ou de 1. Et puis après, on vous a donné quelques exemples. Par exemple, une page, c'est 3 octets. 3 kilo-octets. 3 kilo-octets, c'est 3000 octets. 3000 machins comme ça. 300 pages, c'est 1 milliard d'octets. Une bibliothèque, comme vous pouvez avoir chez vous, c'est 1 gigaoctet. 5 bibliothèques, c'est un DVD. DVD sur lequel vous regardez un film. 6 milliards de livres, c'est 1 téraoctet. Aujourd'hui, c'est très courant d'avoir 1 téraoctet. C'est là aussi qu'il y a quelque chose qui est intéressant à voir. On dispose aujourd'hui d'avoir des capacités de stockage dont les coûts ont baissé considérablement, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut se permettre de stocker beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui, c'est pas rare d'avoir 1 téraoctet comme disque d'appoint sur sa machine. Donc c'est 6 milliards de livres. Une pile de DVD de 200 mètres de haut, c'est 1 pétaoctet. Et puis ainsi de suite, une pile de DVD d'1 km de haut, c'est 1 hexaoctet, soit 10 puissance 18. C'est un 1 suivi de 18 zéros. Une pile de DVD Terre-Lune, c'est 1,8 zétaoctet, c'est 10 puissance 21. Et puis une pile de DVD Mars-Soleil, c'est 1 iotaoctet, c'est 10 puissance 24. Donc en fait, ce qui est dans les... Alors je ne vais pas vous relire les autres d'à côté, ça vous donnera d'autres exemples. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est les derniers, l'hexaoctet. L'hexaoctet, c'est 1 milliard de milliards d'octets. C'est le volume annuel des informations générées dans le monde. 2 hexaoctets. Et 5 hexaoctets, c'est tous les mots prononcés depuis le début de l'humanité. Et donc, hexaoctet, c'est 10 puissance 24. Non, 10 puissance, c'est encore un coup dessus, c'est 10 puissance 27. Et donc, ce qui est intéressant, c'est dans les petites choses qui sont dans les petites histoires, c'est qu'en gros, on a des ordres de grandeur dans les mesures que nous faisons des objets numériques qui sont des ordres de grandeur qui sont proches de ceux qui nous permettent de mesurer l'univers.
Et donc on a l'ordre de grandeur pour... Alors on n'est pas sur les mêmes mesures, c'est les mêmes unités de mesure, mais l'ordre de grandeur de l'univers observable, c'est 10 puissance 30, je crois à peu près. Donc on a des ordres de grandeur au sein de ce monde numérique qui est le nôtre, dans la production de ce qui est la nôtre, qui sont quasi du même ordre, finalement, de l'univers lui-même, de l'infini de l'univers dans lequel nous vivons. Alors, se rappeler qu'on est sur un petit point minuscule, évidemment fini, et donc on côtoie l'infini dans notre petit monde, notre petit point. Et il y a un astrophysicien que vous connaissez peut-être, qui est Carl Sagan, qui avait fait un joli texte qui s'appelle The Pale Blue Dot, où il décrit ce petit point bleu lorsque la photo a été prise par la sonde Voyager qui croisait dans l'orbite de Saturne, et on voit ce petit point bleu au travers des anneaux de Saturne, et il questionne, c'est dans ce petit point bleu-là que tout ce que nous avons vécu est, tout ce qui a été, et tout ce qui sera. Et donc, il décrit un petit peu tout ça, et donc ce qui est intéressant, c'est que dans ce petit point bleu, on est capable de produire quelque chose qui tend vers l'infini. Et donc, juste encore quelques petites données. 38 zétabytes, donc zétaoctets, le byte c'est la version anglaise, en 2018, et 175 zétabytes en 2025. Vous voyez qu'on est dans une production considérable, et les temps qui ont été les nôtres de confinement, où on a confié de plus en plus, et on a accéléré ce qu'on a confié aux machines et aux dispositifs informatiques a été accéléré, et on a produit considérablement de données, et on a considérablement accéléré la question. Et donc, pour revenir un petit peu en arrière, c'est comment fixons-nous cette fréquence d'échantillonnage? Eh bien, il va y avoir un gars qui est entré en jeu, mais bon, c'est un monsieur, un ingénieur, chercheur, qui s'appelle Claude Shannon. Alors, il a pas mal de choses à voir avec des problèmes qui sont les nôtres, parce qu'il a été aussi impliqué dans la naissance de l'intelligence artificielle. Et donc, en fait, ce Claude Shannon est un mathématicien, il bosse au Bell Lab, et il va être le père de ce qu'on appelle la théorie de l'information. C'est-à-dire qu'il va comprendre que ce qui se passe là, c'est qu'il y a moyen de le décrire avec un formalisme, avec une théorie mathématique qui va en définir les contours et qui va permettre d'en faire quelque chose qui va être programmable, utilisable, reproductible, et qui va devenir finalement un outil, et l'outil que nous utilisons tous les jours. Il invente également le bit, c'est-à-dire l'unité minimale d'information, le 0 et le 1, cette unité minimale, 0 ou 1. Donc ce gars-là invente ça, et il va entre autres, il y a ce théorème de Shannon qui va définir, souvenez-vous tout à l'heure je vous ai dit, on perd de l'information, donc il faut qu'on s'interroge sur qu'est-ce que je peux me permettre de perdre, jusqu'à quel point je peux me permettre de l'information, jusqu'à quel point je peux conserver et garder l'information que je souhaite transmettre. Et en fait, il définit un théorème limite qui dit que la fréquence d'échantillonnage doit être au moins égale à 2 fois la fréquence max du signal qu'on observe. C'est-à-dire que votre système, s'il oscille d'une certaine façon, comme ça, il faut que la fréquence d'échantillonnage, pour être certain qu'on va conserver la richesse de cette information, il faut qu'elle soit au moins 2 fois supérieure. Sinon, on va perdre une information, et cette perte d'information ne sera plus compatible avec la nécessité de communiquer, avec la nécessité de transférer une information qui soit intelligible de l'autre côté. Et donc, l'héritage de Shannon est grand, parce que vous avez vu que dans cette histoire-là, tout ce qui se passe, un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez vu qu'on transforme tout en ondes, tout en bits, et bien en fait, quoi que nous fassions aujourd'hui, qu'on soit sur notre téléphone, qu'on soit sur le web, qu'on soit à écouter de la musique en MP3 ou dans une des plateformes, qu'on regarde des films dans un système vidéo, que vous avez même maintenant au cinéma, tout ça passe au crible de cette nécessité de respecter ces différentes informations et toute la théorie que ce gars-là a construit au tournant des années 50-60. Et donc, pour aller un petit peu plus loin, et là c'est une petite parenthèse, je ne vais pas m'éterniser, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans cette mise en données du nombre, alors on a parlé de nombre, on a parlé d'unité de grandeur, mais il y a également, alors on a vu cette capacité que nous avons de faire de l'échantillonnage, mais il y a également quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on va rentrer, il y a d'autres façons d'accéder à l'information, et en fait, dans cette mise en nombre et en mise en mesure du monde, il y a aussi une façon de l'observer qui est du domaine du fréquentiel, c'est-à-dire la fréquence, c'est-à-dire comment le nombre de fois qu'un événement va survenir, le nombre de fois qu'une couleur va être présente dans une image, et ainsi de suite.
Et donc, on va avoir tout un tas de transformés, là aussi, qu'on ne connaît pas. Mais par exemple, je vous ai mis cette petite image, qui est la transformée en ondelette de Lena. Alors, il y a une petite histoire derrière Lena. Lena, c'est en fait la page centrale d'un Playboy. Et donc, cette image-là, alors ça dit beaucoup de choses, hein. Il y a eu une polémique aussi on a un petit peu revisité l'histoire. Bon, c'est l'image qui sert à tester tous les programmes de traitement d'image. C'est-à-dire que quand vous faites une image, par exemple, en JPG, en JPEG, ce format de compression a été testé sur cette image-là. Pourquoi elle est intéressante? Parce que ça a intéressé le gars qui l'a utilisé la première fois pour tester ces programmes. Deuxième chose, c'est évidemment, au départ, ça décrit le monde dans lequel on est, c'est un monde d'hommes. Donc ça aussi, c'est questionnant. Il faut aussi un re-questionnement du monde dans lequel nous vivons. Et la troisième chose, c'est que, en fait, l'image dispose de tout un tas de richesses, de détails, de variations qui font qu'elle est discriminante pour les algorithmes qu'on va mettre en œuvre dans le traitement d'image. Et donc, dans ce traitement d'image-là, ce qui est intéressant dans les trois autres cadrans, c'est qu'en fait, on va, à partir de cette mise en données du nombre, on va aussi des images extraire de l'information, extraire des nombres qui vont être significatifs de la représentation qui va être la nôtre. Et cette extraction va nous amener à... par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. Pourquoi vous demande-t-on de faire la sale tête que vous faites quand vous faites une photo d'identité? Hein, on fait tous une sale gueule, on ne ressemble pas à des humains, on ne se ressemble même pas à soi-même. Et donc, en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, notre image va être numérisée, et donc on va y détecter des contours, un certain nombre de détails, et pour que notre tête puisse être traitée, il faut qu'elle soit, il ne faut pas qu'il y ait de lunettes, il ne faut pas qu'il y ait de cheveux, il faut que le visage soit dégagé. Et donc, dans cette mise en données du nombre, de mise en nombre du monde par ce genre de programme, vous voyez que ça agit sur aussi quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire notre représentation sur nos propres papiers d'identité. Donc vous voyez que cette interpénétration de la technique et de ce que nous sommes agit, donc on parlait tout à l'heure d'ontophanie, mais agit sur aussi ce que nous pouvons être et perçu et vu par les autres. On va aller un tout petit peu plus vite maintenant parce qu'on arrive vers presque le terme de notre conférence. Donc il est 7 on reste pas mal. Hein. Ah, on avance bien. Oui. Ça va, vous venez le choc? Ça va, vous nous suivez dans les méandres qui sont tantôt vous raconter une grande histoire et puis tantôt s'arrêter sur un point très précis pour expliquer quelque chose qui est un détail qui n'est pas qu'un détail. La compression d'une image va modifier le rapport qu'on a à la représentation tout court. Et évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. Si le pied a servi à mesurer notre monde, le monde dans lequel nous sommes et sur lequel nous agissons, il est aussi celui qui laisse des traces, bien évidemment, on l'aura bien compris. Une des choses dont on se sert tous quotidiennement, ou presque, la question de la géolocalisation. C'est une application directement issue de notre manière de nous repérer, de nous distribuer à l'échelle de la planète en fonction des endroits où nous sommes. Ces informations sont évidemment essentielles pour nous permettre de nous retrouver, mais parfois elles nous guident. Et elles nous guident parfois à l'insu de notre plein gré, puisque vous avez fait l'expérience comme tout le monde ici, lorsque vous suivez tel ou tel opérateur qui vous indique un chemin par lequel aller, parce que, en effet, toutes les informations dont il dispose lui permettent d'annoncer que c'est la meilleure voie pour s'échapper des embouteillages, et bien vous vous rendez compte que des fois, tout le monde l'emprunte au même moment, et donc recrée un embouteillage ailleurs, donc c'est pas aussi simple que ça. En tout cas, cette question de la géolocalisation est importante. Et ce sont toutes sortes de traces, pas uniquement des traces que l'on laisserait au sol par notre localisation, mais ce sont aussi des traces qui sont celles qui ont à voir avec ce que nous laissons comme données, comme informations sur l'ensemble des plateformes, des outils que nous utilisons quotidiennement. Cette question est centrale. Elle est centrale parce que nous sommes les premiers qui générons de l'information. Et cette information, évidemment, elle va servir à toutes sortes d'activités qu'on pourrait développer un peu plus tard. Cette idée, au fond, des données, elle est importante à conserver dans le fond de votre cerveau parce que, en face des crises que nous connaissons tous, et elles sont extraordinairement nombreuses, est née depuis de nombreuses années, enfin quelques années en tout cas, et depuis la révolution numérique, on va dire ça comme ça, mais elle s'est accentuée depuis quelques temps sur l'idée d'une solution technologique globale. Ce que Morozov appelle le solutionnisme technologique. Au fond, on pourrait confier tout à une machine, à un programme, et lui dire organisez-moi le monde le meilleur possible, le plus rationnel possible,
le moins anthropique possible, de façon à ce qu'on puisse avoir une vie meilleure, qui serait capable finalement de faire reculer toutes les incertitudes, puisqu'au fond, ce qui pose problème, c'est bien les questions d'incertitude devant lesquelles nous sommes. Alors, la question qu'on pourra mettre en débat, si vous voulez, parce que parlant du pied et parlant de la mesure numérique, et donc de la mesure du monde, d'un autre monde que celui dans lequel nous avons appris à nous construire, eh bien, on peut se poser la question de savoir si on est rentré dans un monde déterministe sur le plan technologique. Au fond, est-ce que la technique, qui est consubstantielle à l'humanité, on l'a bien dit, hein, il n'y a pas d'être humain sans technologie ou sans technique, et l'inverse est vrai aussi, est-ce que pour autant, cette technologie n'est pas en train de prendre une place telle qu'elle vient transformer finalement le rapport que nous avons au monde? C'est un grand texte qui dit à peu près ce que je viens de vous dire en quelques phrases, je pense. Mais globalement c'est à peu près ça. Quelle créature sommes-nous devenus? C'est ce que Chomsky demande. Chomsky, linguiste extrêmement célèbre, voilà. Oui, un mot peut-être, mais qui prolonge un petit peu ce que je disais tout de suite, c'est-à-dire qu'au fond, le comportement humain et la façon que nous avons de construire des modèles, de représenter le monde dans lequel nous sommes, nous l'avons dit, complètement défini par les technologies que nous avons à la fois créées et que nous utilisons, et qui en retour nous reconfigurent, nous construisent, etc. Donc en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que le naturel chez l'humain se trouve toujours traversé de culturel et d'artifice. Il n'y a pas d'un côté la nature que nous pourrions observer du haut de notre balcon, et de l'autre côté, au fond, l'être humain et sa culture. Non, ça c'est un concept qui a vécu, qui a été extraordinairement utilisé au XIXe siècle, entre autres particulièrement, mais aujourd'hui on sait bien qu'il n'y a pas de césure entre culture et nature, et qu'au fond, le monde dans lequel on est se construit parce que nous le construisons, et en retour parce qu'il nous construit d'une certaine façon. On va dériver. Alors dérivons. Dérivons dans ce monde de matière et d'information. Et on a parlé numérique, on a parlé mesure, on est dans le numérique, on parle information. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est de voir où on en est dans tout ça. Alors là, ce que je voulais vous montrer, mais je vais devoir passer en mode comme ça, c'est juste... alors les étudiants qui sont là, ils doivent en avoir ras-le-bol de voir ce site, mais... C'est pas grave, l'apprentissage, c'est redire... Et donc si je clique là-dessus, vous avez un site qui va vous montrer l'activité d'Internet. Internet en temps réel. Voilà. Donc voilà, un petit peu ce que c'est Internet aujourd'hui, maintenant, en ce moment, en temps réel, sur 24 heures. Donc si vous êtes insomniaque, au lieu de compter des boutons, vous pouvez mettre ça et compter des internautes, ou compter le nombre de mails qui sont envoyés par jour. Donc en fait, ce qui va être intéressant de se rappeler, c'est que en 84, à la naissance d'Internet, il y a 1000 ordinateurs connectés dans le monde. 1000 ordinateurs dans le monde, c'est moins que peut-être même dans ce bâtiment. Aujourd'hui, vous avez vu, c'est 5,2 milliards à peu près. Bon, après, c'est un agrégateur de données, il peut être discutable sur le fond, mais ce qui est important de voir, c'est la quantité. C'est ça, aujourd'hui, quand on parle de ces unités de grandeur qui vont vers les puissances de 10 incroyables, ben c'est parce qu'on fait ça aujourd'hui, et c'est le monde que nous sommes en train de fabriquer. Et nous envoyons 300 milliards de mails par jour. Alors ça pose tout un tas de questions, on y reviendra tout à l'heure, la question de l'énergie, la question de l'impact climatique, l'impact environnemental, etc. Donc voilà un petit peu ce à quoi nous avons affaire. Alors ce petit site-là est plutôt pas mal, parce que vous voyez, vous avez à la fois les photos postées sur Instagram, il y a tout un tas de choses marrantes là-dessus. Et donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Ce qui est important, c'est ça. En fait, on a... je vous ai remis un petit peu toutes les choses, mais je ne vais pas tout commenter. Donc, c'est bien 300 milliards de mails par jour. Il faut savoir qu'un mail, alors là, c'est intéressant aussi à s'interroger, c'est qu'il parcourt en moyenne 15 000 km. C'est-à-dire, quand vous envoyez un mail à votre voisin de bureau, sauf si vous utilisez la messagerie de l'université qui fonctionne sur l'université, mais si vous avez un compte Gmail, pour ne pas le nommer, là, votre mail il risque de parcourir à peu près ça. Donc s'il parcourt 15 000 km, ce n'est pas son coût énergétique, son coût matériel, son coût de manière générale. Donc en fait, il y a une vraie prise de conscience de cette transition qui est la nôtre vers un monde de nombres. Eh ben, elle n'est pas, contrairement à ce qu'on a tendance, et peut-être un peu moins maintenant, mais quand même tendance à le faire, c'est immatériel.
la preuve, cette machine-là, j'ai accès à Internet, j'ai pas de câble, j'ai juste besoin d'électricité. J'ai pas de câble. Donc on a une tendance, une espèce de mythe qui circule, qui est que c'est immatériel, ça n'a pas de coût, mais en fait non. L'Internet et tous les services qui s'appuient sur ce réseau sont infiniment matériels et évidemment ont un impact sur le monde. Ils ont un impact sur le monde parce que dans le monde, il y a de la géographie, donc de la géopolitique. Quand un État devient un petit peu autocratique, il a tendance à couper un certain nombre de choses qui le connectent aux autres. Tout à l'heure, on voyait la géolocalisation. La géolocalisation, c'est aussi une cartographie du monde par les nombres. Et que je sois dans un tel pays ou dans un autre pays, la frontière ne sera pas forcément au même endroit. Parce que les intérêts économiques des entreprises qui cartographient vont être du côté du pays dans lequel ils ont envie de vendre leurs services. Donc si vous êtes par exemple à Taïwan, vous n'allez pas voir la même représentation du monde que si vous êtes en Chine. Parce que la frontière ne sera pas marquée de la même façon et que, évidemment, les grosses entreprises numériques n'ont pas envie de se fâcher avec l'État chinois. Donc en fait, vous voyez que cette mise en ombre du monde est incroyablement gourmande en unité de grandeur, gourmande et sa représentation fait appel à des nombres qui sont impressionnants. Et donc là, par exemple, je vous ai mis le nombre de smartphones. Vous avez tous un smartphone dans votre poche. Et par exemple, entre 2013 et 2020, on est passé de 1,7 milliard de smartphones à 5,8 milliards. Il faut savoir que l'iPhone est l'objet qui a été le plus vendu que la Bible, le premier objet plus vendu que la Bible. Le nombre de téléviseurs également. Dans un monde numérique, aujourd'hui votre télé est numérique, c'est ces nombres-là. Et c'est ça vers quoi on va, et on est en train d'évaluer le monde autrement, avec des unités de grandeur qui n'ont plus rien à voir avec celles qui pouvaient être auparavant. Et donc je vous ai mis là ces deux graphiques qui vous donnent l'activité en 1 minute, mais c'est illisible, donc on passe à la suite. Là, on passe à la suite, en fait on est toujours dans la même suite, c'est-à-dire que si vous vouliez visionner, passer 80 années de votre vie sans dormir, sans rien faire d'autre que de regarder Instagram, vous n'en verriez que globalement 7 minutes. 7 minutes. Donc ça veut dire que c'est quand même tout à fait considérable. On a une espèce de vertige à la question du nombre et des nombres qui se multiplient et qui sont tout à fait considérables à travers le numérique. C'est une question extrêmement importante parce que ça vient toucher d'autres questions que tu as évoquées tout de suite, celle de au fond de l'évolution de ce monde et de ses répercussions, de ses conséquences sur l'être humain, évidemment, mais pas uniquement, sur la façon que nous avons d'organiser la Terre, de la comprendre, de vivre à travers elle et à travers nous. Donc ça, c'est une question tout à fait majeure et centrale. Ce monde d'anthropocène, comme dirait un certain nombre de chercheurs, en particulier Stigler évoquait ce nom-là, cet anthropocène, c'est-à-dire ce temps venu de l'humanité qui est le temps de la fabrication, au fond, de la technologie, qui vient en quelque sorte ceinturer la Terre, d'une certaine façon, cette ère très particulière qui vient ceinturer la Terre de toutes ces technologies et de ces réseaux, elle a un impact majeur, massif, sur notre organisation. Est-ce qu'on peut habiter le futur numérique? C'est une question qu'on pourrait se poser parce qu'on arrive vraiment au terme de notre intervention. Du coup, je n'ai pas passé les diaporamas, j'étais resté sur celle-ci. Vas-y. Voilà, on va prendre le temps de discuter. Voilà, ouais. Donc ouais, c'était juste pour que vous visualisiez ça. C'est l'activité, l'animation d'Internet en 24 heures. Et c'est une agrégation de données et on voit le monde au travers de l'activité sur Internet de manière générale. Alors évidemment, on y voit des zones d'ombre, des zones sombres et des zones d'intense activité. Et je vous invite pour là à relire, si vous ne l'avez pas déjà lu, le bouquin de William Gibson qui s'appelle Neuromancien, qui lui décrit pour la première fois le cyberespace et qui décrit la matrice, qu'on retrouve un peu plus tard dans le film Matrix, comme étant le résultat d'extraction de mémoire de tous les ordinateurs de la Terre, et c'est des traits de lumière dans l'infini. Et en fait, on a typiquement aujourd'hui, dans cet infini que sont les données que nous produisons, ces traits de lumière qui se matérialisent physiquement, alors que ça avait été initialement prévu, imaginé dans un écrit de science-fiction. On va juste se dire que tout ça, c'est pas sans coût. On en a parlé tout à l'heure. 1 gramme de votre téléphone pour le fabriquer demande 4 fois plus d'énergie que pour 1 gramme de votre voiture.
qu'on produit, du coup, c'est des machins qu'on a du mal à recycler, on produit des déchets sur des volumes considérables, qu'on va extraire en mettant en esclavage une partie de la population dans certains pays pauvres pour extraire toutes les terres rares qui sont nécessaires au fonctionnement de ce machin-là. Donc en fait, il y a une vraie prise de conscience que dans cet infini, l'infini n'est pas sans conséquences. On est dans un monde dit thermodynamique, c'est-à-dire que rien de ce que nous faisons ne peut être fait sans coût. Donc tout a un coût. Si on vous vend le téléphone 5G pour 1 €, c'est que forcément il y a une arnaque quelque part et quelqu'un qui paye. Alors vous pouvez payer certainement autrement, mais il y a certainement d'autres coûts qui se font ailleurs. Et donc il y a quelque chose qu'il est nécessaire de prendre conscience, c'est que le numérique est cet infini, dans ce chemin qui est le nôtre depuis 13 milliards d'années, est énergivore avec un coût pour la planète. Et on commence aujourd'hui à en voir tous les effets, dont en partie par ce que nous faisons là. Et donc, pouvons-nous malgré tout habiter à un futur numérique? Parce que l'objectif n'étant pas de revenir à la lampe à huile, mais de continuer à utiliser des outils qui sont quand même le résultat du génie humain. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a demandé une évolution des sciences, de la pensée, un travail long et avec des émergences de pensée considérables. Oui, le numérique, mais certainement en le repensant, certainement en essayant au maximum d'évacuer ce qui le rend angoissant, ce qui rend ce monde angoissant et ce qui nous amène à nous interroger sur ce qu'on échange, comment on échange, est-ce que le numérique a du sens dans nos vies. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont derrière cette question-là. Et donc, pouvons-nous habiter le futur numérique? Évidemment oui, mais il va falloir se poser la question un peu plus en profondeur pour pouvoir trouver des réponses qui soient compatibles avec le monde tel qu'il se trouve et surtout avec un monde fini, même si nous en produisons des choses qui tendent vers l'infini. Et donc, comme disait notre ami Douglas Adams, que je vous invite aussi à lire, oui, le guide du voyageur galactique, c'est que oui, si on découvre une théorie qui va nous permettre de savoir à quoi sert l'univers, évidemment, il y en aura certainement une autre encore plus dérangée qui sortira et qui naîtra de la première que nous avons trouvée. Donc, évidemment que nous sommes toujours dans le commencement de quelque chose. Et donc, je ne vais pas vous lire ça. Là, au commencement était le verbe. Voilà. Voilà. Pour conclure, et il semble qu'à la fin, tout doit devenir un nombre. Or, c'est la question qui nous est posée, et donc c'est celle qui conclut notre intervention. On a mis ça aussi, tout à la fin. Hop. Ça, c'est parce qu'on fait de la pub. Donc, si vous ne l'avez pas, vous ne sortez pas. Voilà. Merci. Merci beaucoup.